Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ici avec Margot Deré. Je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour, écoute, merci déjà de me proposer de venir ici. Donc moi je suis députée bruxelloise, je vais avoir bientôt 33 ans et je suis présidente de la commission pour l'égalité au Parlement, c'est-à-dire que je suis surtout les dossiers liés à tout ce qui est droits des femmes, protection des minorités, discrimination, etc. Au niveau du Parlement. Un travail très très important. Alors on est ici toutes les deux pour parler d'endométriose. Tu peux nous dire en deux mots ce que c'est l'endométriose? Tu sais pas ce que c'est? Je sais, mais c'est pour les personnes qui nous regardent, donc tu peux nous expliquer très brièvement ce que c'est que l'endométriose. En gros, c'est une maladie qui est très peu connue et qui fait qu'on a des cellules de l'utérus, en gros, qui vont aller se développer à d'autres endroits du corps, par exemple sur les intestins, à l'extérieur de l'utérus, etc. Le symptôme principal de l'endométriose, c'est que les femmes qui en ont souffrent de douleurs. Alors, pas toutes, évidemment, parce que comme beaucoup de maladies, ça dépend évidemment des cas. Mais c'est en tout cas le symptôme le plus courant. Il faut savoir que c'est aussi une maladie qui est incurable. Donc, on ne peut pas guérir aujourd'hui on ne guérit pas d'endométriose. Non. Parce qu'en fait, le corps continue à produire ses cellules, quoi qu'il arrive. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ralentir la prolifération. Et alors, à certains moments, on peut aussi agir sur les symptômes et notamment sur les douleurs. Merci. C'était très très clair, mais j'aime bien le concret. Donc si tu as 2-3 chiffres pour bien illustrer, concrétiser, illustrer ce que c'est que l'endométriose. Alors déjà, il faut savoir que c'est une maladie qui est hyper répandue puisqu'elle concerne à l'échelle du monde 190 millions de personnes, donc en majorité des femmes. Donc, si tu fais le calcul à hauteur de la Belgique, on est vers les quelque chose comme 855 000 personnes qui sont atteintes. C'est presque un million. Voilà, c'est presque 1 million de femmes en Belgique. Et alors, il y a un problème qu'on peut mettre directement en face de cela, c'est qu'il faut en moyenne 7 ans pour obtenir un diagnostic quand tu as de l'endométriose. 7 ans, c'est la moyenne mondiale. La Belgique est même mauvaise élève et donc c'est même encore pire parfois chez nous. Et donc tu as potentiellement 855 000 femmes belges qui ont de l'endométriose, en ont eu ou en auront et en plus vont galérer dans tout leur parcours médical pour savoir ce qu'elles ont. C'est ça, donc quand tu dis 7 ans, ça veut dire que c'est le temps pour ces femmes et ces minorités de genre de comprendre et d'avoir l'info en fait qu'elles souffrent d'endométriose. C'est ça. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle l'errance médicale. Donc l'errance médicale, c'est le fait d'aller voir un médecin avec des symptômes et en fait de pas obtenir le bon diagnostic, voire de ne pas obtenir de diagnostic du tout en ce qui concerne certaines patientes. On remarque qu'il y a des personnes qui par exemple vont voir une dizaine de gynécologues avant d'avoir un diagnostic et c'est vraiment problématique parce que c'est une maladie qui gagne à être prise en considération assez tôt. C'est-à-dire que comme on a une tendance à avoir proliféré les cellules et donc augmenter les douleurs, et bien évidemment, plus on s'y prend tôt et plus on peut protéger des patientes. Comme beaucoup de maladies. Oui. Et alors, un truc moi qui me frappe, c'est que depuis quelques temps, et du fait aussi que je sois entourée de femmes qui en parlent, on entend de plus en plus parler d'endométriose, mais j'ai jamais entendu ça avant il y a quelques années. Donc, est-ce que tu as une explication de cette invisibilité ou invisibilisation de l'endométriose? Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a d'abord le fait qu'aujourd'hui, le principal symptôme que je disais, ce sont les douleurs et que dans la majorité des cas de femmes qui ont des douleurs de règles, qu'est-ce qu'on répond? On dit t'as mal pendant tes règles, c'est normal, c'est banalisé en fait. Exactement. Et donc en fait, ce premier symptôme, il est quasiment indétectable parce que les patientes elles-mêmes se rendent pas compte que c'est des douleurs problématiques. Or, il faut bien retenir que avoir un petit peu mal, c'est pas très grave. Mais par contre, on a des cas de personnes qui savent pas se lever de leur lit quand elles ont des crises. Il faut savoir que plus ou moins 30% des femmes qui ont de l'endométriose sont obligées d'arrêter leur activité de manière soudaine pendant le mois, au moins une fois par mois. Donc c'est genre quitter l'école de manière impromptue, partir du travail, arrêter si t'es en soirée avec des amis ou quoi, devoir partir. Et ça, c'est quand même un chiffre qui est énorme. Et en fait, beaucoup de femmes, même qui ont ces symptômes aussi graves-là, ne vont pas se dire qu'en fait, ces douleurs ne sont pas normales. Et de l'autre côté de la barrière, et ça c'est, je crois, en fait, le point le plus important, c'est que le monde de la
santé en général et pas du tout formée et informée sur l'endo. Et donc, allez, je vais donner un exemple, mais une élève qui irait trouver un centre PMS et qui dirait « Madame, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles, est-ce que je peux rentrer chez moi ?» Ça va être très rare les cas où, par exemple, la personne qui reçoit l'élève va lui dire « Tiens, ça fait plusieurs fois que ça t'arrive, est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais avoir un problème gynéco, consulter, etc. » Et donc, moi, ça, je pense que c'est le principal problème, c'est qu'on ne forme pas assez aujourd'hui le monde de la santé à l'endo. Mais du coup, parce que tu es députée bruxelloise, donc tu as mis en place certaines choses pour justement mieux faire connaître cette maladie, sensibiliser le monde professionnel médical. Qu'est-ce que tu as travaillé sur cette question? Comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place depuis que tu es députée? Alors, comment ça m'est venu d'abord, c'est tout simple, c'est qu'au fur et à mesure de travailler sur les questions de santé des femmes, que ce soit la contraception, la précarité menstruelle, etc., je me suis aperçue que je recevais en fait des témoignages de filles qui étaient atteintes d'endométriose et qui en souffraient beaucoup et qui me disaient on cherche et en fait on voit aucune réponse politique sur le sujet et ça c'est un problème. Et donc je me suis dit mais en fait il faut qu'on parle et qu'on politise la question parce qu'en fait cette invisibilisation dont on vient de parler, le fait que les douleurs de règles sont admises comme étant normales, tout ça est très politique finalement parce qu'en fait en général dans l'histoire tout ce qui se passe dans le corps des femmes et dans leur ventre est considéré comme un peu de l'ordre de l'intime, des choses qu'on doit pas trop dire, c'est très tabou et du coup avoir des débats politiques sur des douleurs de règles qui immobilisent des femmes, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc en effet moi à plusieurs reprises, et je suis pas la seule, j'ai d'autres collègues chez Écolo qui ont fait la même chose, on a mis ces questions à l'agenda politique en les débattant en commission, en voyant comment aussi on peut apporter des solutions structurelles, parce que c'est aussi notre job en tant que politique. Et donc, je peux citer quelques exemples, mais donc on a travaillé notamment sur la sensibilisation dans les écoles. Et donc, la Fédération Uni-Bruxelles a été la première à se mettre en marche et à financer des associations pour aller vraiment parler d'endométriose aux jeunes dans les écoles. Des ateliers dans les classes pour expliquer ce que c'est que l'endo et comment on réagit ou quelle personne contacter si on est concerné. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper innovant et qui n'existait pas auparavant. On a aussi traité donc toute la question de la formation des praticiens et des praticiennes. Et alors là, on travaille notamment sur voir comment on peut encourager les plannings familiaux à se former, aussi les médecins, et c'est pas toujours facile. Pour la petite anecdote, moi, quand j'ai commencé à traiter du sujet, on m'a dit mais non, c'est pas du tout un problème. Regardez dans les parcours des gynécologues, en première année, ils apprennent tout ce que c'est l'endométriose. J'ai dit oui, mais néanmoins, il y a très peu de diagnostics. Donc, c'est bien qu'il y ait un problème quelque part, qu'on insiste peut-être pas assez ou qu'on ne forme pas plus les médecins. Les médecins généralistes aussi peuvent jouer un rôle. Hein, quand tu vas chez ton médecin. C'est souvent la première porte d'entrée, en fait. Exactement. Un médecin ou un professionnel de la santé. C'est ça. Et donc ça, c'est un peu le deuxième aspect sur lequel on a essayé de travailler. Il y a aussi la récolte des chiffres, parce que c'est vrai que on sait pas. Enfin, là, les chiffres que j'ai donnés au début, c'est des extrapolations par rapport à l'international, etc. Mais vraiment de savoir en Belgique combien de personnes sont atteintes, depuis combien de temps, comment s'est passé leur parcours de soins et tout ça est encore très frais. Et alors le dernier aspect, c'est la recherche scientifique. Parce que ça, je l'ai dit d'entrée de jeu, tu vois, c'est un truc sur lequel il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites. Par exemple, on commence à avoir des résultats qui montrent des liens entre les facteurs environnementaux et l'endométriose. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est des perturbateurs endocriniens. Bien sûr. Tu vois, donc tout ce qui peut influencer comme ça les personnes via tous les produits que l'on, par exemple, se met sur le corps et autres, eh bien, on commence à avoir des études qui montrent à quel point ça peut-être influencer l'endo. Donc, tu vois, c'est un truc très... Et on se rend compte qu'en fait, l'environnement qui nous entoure a un impact global sur notre santé. Ça vaut pour l'endométriose, mais sur d'autres choses. C'est pour ça aussi qu'on est écologiste. Et c'est pour ça que du coup, nous, pouvoir dire dans la recherche scientifique, on a besoin d'études, on a besoin de grands colloques pour en parler, on a besoin de mettre tous les spécialistes de la question autour de la table, c'est hyper important. Et aussi, ça... Enfin, tu sais bien comment on fonctionne chez Écolo avec ça, mais d'impliquer aussi les associations, notamment les associations de patientes, parce que c'est quand même les personnes concernées qui sont très bien placées pour exprimer leur vécu. Surtout qu'on se rend compte qu'en fait, un bon traitement, un bon parcours de soins en endométriose, c'est pas juste gynéco, quoi. Il y a des répercussions psychologiques, par exemple, parce que les rapports sexuels sont extrêmement douloureux pour certaines femmes qui ont de l'endo, et donc ça peut créer des traumas aussi chez les patientes. Des fois, l'alimentation, si on a de l'endométriose sur les intestins, peut influencer les douleurs. Ça aussi, on peut voir une diététicienne ou un diététicien. Et donc, tu vois, c'est vraiment une espèce d'approche intégrée et globale du soin qu'il faut envisager. Transversale. Tu as rencontré, j'imagine, des professionnels de la santé. Tu sens
un intérêt, une résistance ou autre par rapport à ces enjeux-là, à cet enjeu justement de l'endométriose? Alors moi, j'ai observé vraiment les deux tendances. C'est-à-dire qu'il y a une partie du monde médical qui se dit qu'en fait, ça va finir par se résorber parce que de toute façon, on en parle de la société, donc ça va se faire tout seul. J'avoue, je suis moins en accord avec cette vision-là. Et alors, un groupe peut-être un peu plus restreint de spécialistes, donc des gynécos, des personnes qui travaillent en centre de planning, des médecins, qui vont dire en fait non, on doit faire quelque chose. Pour résorber tout le retard qu'on a de diagnostic, il faut qu'on mette en place des approches spécifiques pour cette maladie-là. Et donc, ça passe par exemple par la création de centres pour l'endométriose. Okay. Il y en a? Ouais, il y en a déjà 2 en Belgique. Donc, il y en a, enfin, en Belgique francophone, il y en a un à Liège et il y en a un à Bruxelles. Okay. Il y a des projets sur Charleroi aussi qui commencent à voir le jour. Il y a aussi des plannings qui, pour la première fois, font des consultations spéciales pour l'endométriose. Il y en a un à Liège également. Que j'ai eu la chance de visiter, qui font un travail absolument incroyable. Exactement, et qui justement intègrent des approches intégrées de l'endo. Et donc tout ça, c'est assez positif et ça montre qu'il y a une volonté dans la sphère publique, en fait, de faire avancer cette question vraiment. Et du coup, j'ai l'impression aussi qu'au niveau média, on commence tout doucement à en parler, mais peut-être pas suffisamment, parce que comme tu le disais, la question de la santé des femmes, c'est pas hyper facile à évoquer, surtout quand on parle de douleurs de règles, de rapports sexuels qui peuvent être douloureux. Est-ce que quand toi, tu as amené cette question au Parlement, ça a été accueilli comment ? Alors c'était très étrange parce qu'en fait quand j'ai commencé à travailler sur vraiment les dimensions politiques et législatives liées à l'endo, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la plupart des débats qui avaient lieu sur l'endométriose étaient liés au fait que dans certains cas, elle provoque de l'infertilité chez les femmes. Ah ouais. Et donc, par exemple, t'as des textes légaux au niveau fédéral qui vont rembourser des PMA, donc des créations médicales. Voilà, c'est ça pour essayer d'avoir des enfants, même quand on a des difficultés à en avoir. Et je me suis dit, c'est fou, sur une question qui affecte très fort le quotidien d'autant de femmes en Belgique. En fait, on se focus encore une fois sur est-ce qu'elles vont pouvoir procréer ou pas, être ce vaisseau à bébé qu'on a envie qu'elles soient dans la société. Ce que je trouvais assez hilarant au final. Et donc, il s'agit aussi dans le débat politique de réaxer ça sur, en fait, juste le confort, mais pas au sens Ouais, mais même le confort, on a le droit d'être en confort avec son corps, parce que c'est son corps qu'on habite tous les jours. Et donc, la notion de confort, elle est essentielle. Et de réhabiliter aussi l'importance des coûts liés à l'endo, parce que c'est vrai que comme c'est une maladie qui est très diffuse et qui a beaucoup de répercussions qui sont un peu diverses, on se rend pas compte. Mais c'est une maladie qui coûte très cher aux femmes qui en ont. Alors déjà parce que les médicaments qu'on prend, les traitements qu'on essaye de prendre pour aller un peu mieux et pour avoir moins de douleur, donc qui encore une fois ne soignent pas, hein, c'est juste pour atténuer les symptômes, ils sont assez coûteux. Les opérations, tout cela a un coût évidemment. Et puis il y a le coût, je veux dire plus général, il y a des femmes qui savent pas, par exemple, travailler à temps plein parce qu'elles savent bien qu'elles peuvent avoir des crises et qu'elles ont besoin de repos. Il y a des gens qui arrivent pas à terminer leurs études tellement la situation est grave. Enfin, je veux dire qu'il y a aussi un danger économique qui pèse sur elles et il y a des patrons qui acceptent pas du tout que des femmes s'absentent parce qu'elles ont des douleurs aiguës de règles, quoi. Là, on touche aussi à l'indépendance aussi de ces femmes et de leur indépendance financière. Et aussi, ça rejoint le fait qu'en fait, c'est vraiment un débat très, très transversal. Pour être très, très concrète, si quelqu'un vient vers toi en disant, en fait, j'ai de l'endo, tu le réorientes vers qui, quoi? Tu lui dis quoi? Moi, je pense qu'une bonne source d'information, c'est les associations qui travaillent sur la question, notamment l'association Toi, mon endo, qui fait de la sensibilisation dans les écoles et auprès des professionnels de la santé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une asso qui s'est constituée avec des professionnels de la santé en un petit comité scientifique avec des experts et des experts de la question. Donc, en fait, c'est une bonne porte d'entrée. Et puis sinon, si les personnes ont envie d'aller directement consulter un professionnel de la santé, il y a les 2 cliniques dont j'ai parlé, donc la clinique du Mont-Léger à Liège et la clinique pour l'endométriose à Erasme. Et je pense que le traitement est de meilleur en meilleur dans ces endroits-là parce que, en plus, c'est fou, mais on est pour la première fois face à des praticiens et des praticiennes, parce que j'ai moi-même été pour mon cas, qui comprennent ce que c'est que cette maladie, qui la connaissent et qui peuvent faire vraiment des miracles, notamment en termes de détection de la maladie. C'est-à-dire qu'en 2 coups de cuillère à peau, pour le dire comme ça, elle voit directement les lésions d'endométriose et ça, c'est hyper magique, surtout quand vous avez passé 7 ans à faire plein de médecins. Et donc, en tout cas, je souhaite aux personnes qui ont ça de trouver leur voie dans les institutions qui commencent à se créer aujourd'hui, parce que c'est pas évident et c'est vraiment des choses qui sont à la fois très intimes et à la fois qui sont très collectives et politiques, quoi. On mettra les coordonnées
des assos et des hôpitaux, des cliniques que tu as citées. Une petite question sur la suite, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de la vidéo, mais pour donc, la suite du travail politique, législatif à mettre en œuvre, toi, tu penses à quoi? Quelle serait la priorité pour toi? Est-ce que, par exemple, les congés menstruels peuvent être une piste de solution? Alors, je dirais 3 choses, je vais Ok. essayer de les faire brièvement. Mais améliorer tout ce qui est première ligne en lien avec l'endométriose. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait un peu comme on a fait les grosses campagnes anti-tabac il y a une vingtaine d'années, mais avoir des campagnes qui sensibilisent à l'endométriose jusque dans les pharmacies, par exemple. Tu vois, des affiches dans les salles d'attente de médecins. Vraiment pour avoir une campagne globale de sensibilisation de tout le pays. La deuxième chose, ce serait de travailler sur le remboursement. Et donc, aujourd'hui, comme l'endo est pas vraiment reconnu au niveau INAMI, etc., donc, tu vois, cette paperasse de remboursement, c'est compliqué en fait de faire rentrer ces frais-là. Et donc je pense que simplifier les choses et améliorer la situation pour les patientes, ça pèserait déjà beaucoup moins sur leur portefeuille, ça c'est sûr. Et alors je pense que la troisième chose, c'est de vraiment passer à la vitesse supérieure sur un peu tous les aspects et peut-être qu'en effet, le congé menstruel serait une piste. Congé menstruel, ça voudrait dire que donc certaines femmes pourraient demander des jours où elles ne travailleraient pas donc pour cause de douleurs de règles. Après, on dit souvent, ouais, mais est-ce qu'on risque pas encore de créer des discriminations? Un peu, tu vois, comme les grossesses, en mode, on n'engage pas une femme jeune parce qu'elle risque de tomber enceinte, on n'engagerait pas une femme parce qu'elle risquerait de prendre un congé menstruel. Mais en fait, je me dis si... tu vois, si on ouvre un nouveau droit, on peut pas penser on doit penser aux dérives, mais on peut pas ne pas l'ouvrir parce qu'il y aurait des dérives, quoi. Évidemment. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, je pense que ça pourrait se tenter, peut-être dans certains secteurs, tu vois, genre commencer par le secteur public ou quoi. Voilà. Trop bien, j'espère. Merci Margot, du coup, pour ces quelques éléments sur l'endométriose. On a essayé de rendre ça le plus clair, le plus accessible possible. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à vous adresser soit à Margot directement, soit aux différents organismes que Margot a mentionnés, que ce soit les assos, on a parlé de Toi Mon Endo, on a parlé du planning familial de Liège, il y a les différentes cliniques, on mettra bien sûr les coordonnées de ces enjeux-là. Et donc, merci pour cette vidéo, merci Margot de ton temps. Merci à vous. Et à très vite, ciao. Salut. Ce soir, j'ai le bonheur d'échanger avec Claire Hugon, députée fédérale. Bonsoir Claire Hugon. Alors jusqu'à présent, la procédure pour changer de nom est une procédure particulièrement fastidieuse, mais grâce à un texte que vous avez porté et qui vient d'être voté en commission au Parlement, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Alors avant de faire le point au Parlement, pouvez-vous revenir sur le point de départ de cette initiative? Quelle est son origine? C'est parti de messages qu'on a reçus, de demandes concrètes qu'on a reçues de citoyennes et de citoyens qui étaient confrontés à une difficulté par rapport à la procédure actuelle. Donc des personnes qui avaient le souhait, pour une raison ou une autre, de changer de nom et qui ne parvenaient pas à le faire par la procédure actuelle, ce qui causait une incompréhension ou une frustration. Et donc, au fur et à mesure qu'on a reçu des témoignages de ce type, soit des personnes qui voulaient ajouter le nom de leur mère au nom qu'elle portait déjà, soit des personnes qui portaient un nom qui, pour elle, était lié à une personne qui avait été violente ou pas présente pour elle. Donc ces personnes souhaitaient changer de nom et la procédure actuelle ne le leur permettait pas. Et c'est quelque chose dont on a voulu se saisir. Et donc c'est vraiment un texte qui est parti d'une demande répétée de citoyens qui est arrivée jusqu'à nous et qu'on a eu envie de porter. Changer de nom devient donc un droit. Et concrètement, quelles seront les conditions pour pouvoir changer de nom? Avec cette loi, nous créons un droit à changer de nom dans certains cas. C'est-à-dire, d'abord, il faut être majeur pour pouvoir utiliser ce droit à se rendre à la commune pour demander son changement de nom. Il faut être majeur et il faut souhaiter prendre le nom de ses parents. Donc, soit si, pour prendre mon cas, je porte actuellement uniquement le nom de mon père, je peux aller à la commune pour demander d'ajouter le nom de ma mère au nom de mon père, soit avant, soit après, l'ordre, on peut le choisir, ou alors de remplacer le nom de mon père par le nom de ma mère. Ça, ce sont les différents choix qui sont offerts. Et bien sûr, pour les familles qui ne sont pas père et mère, ça vaut aussi. C'est une combinaison des noms des deux parents, bien entendu. Donc voilà les simples conditions. Donc si vous êtes majeur, que vous souhaitez
avoir recours à un nouveau nom qui est parmi les noms de vos parents, eh bien, vous pourrez simplement vous rendre à l'administration communale et en faire la demande. Et parmi tous ces témoignages, y en a-t-il l'un ou l'autre qui vous ont particulièrement marqué? Oui, en fait, je pense récemment à une dame qui est visiblement très âgée et qui m'a écrit en disant « J'ai pris connaissance du fait que vous travaillez là-dessus et j'espère simplement toute ma vie, j'ai espéré pouvoir procéder à ce changement de nom et j'espère vraiment vivre assez longtemps pour pouvoir enfin le faire. » Je dois dire que recevoir des messages comme ça donne énormément de sens à notre travail parlementaire, évidemment. En pensant à cette dame âgée, dans quelle mesure y a-t-il au fond un espoir qu'elle puisse un jour changer de nom? Quelles sont les étapes politiques à la fois en cours et à venir, Claire Hugon? Eh bien, donc, ça fait, je dirais, 2 ans et demi que nous avons reçu les premiers messages nous proposant de travailler sur le sujet ou nous signalant une difficulté. Et donc, on s'est mis au travail. On a déposé avec mon collègue de Kroon, Stéphane Van Hecke, un texte qui proposait de créer une deuxième procédure plus facile, à la commune, plus rapide. Et donc, on a commencé les discussions sur ce texte ici au printemps. On a eu des auditions, on a eu des avis qui nous ont amenés à revoir un petit peu les choses sous certains aspects. Mais donc, on vient, il y a 1 semaine et demie, de voter notre texte en commission de la justice. Et ça a été voté par tout le monde. Et donc, on s'est vraiment rendu compte qu'on a réussi à créer une adhésion très, très large au principe qu'on défendait de faciliter le changement de nom. Et donc, ici, ce jeudi, le 7 décembre, le texte va être inscrit à la plénière de la Chambre pour être voté par l'ensemble des députés. À ce moment-là, il faudra simplement attendre, d'une part, que la loi soit publiée officiellement, comme c'est le cas pour toutes les lois, et puis laisser quand même quelques mois aux administrations communales qui vont devoir gérer les demandes pour pouvoir s'organiser pour ce faire. Et puis, d'ici, je pense, l'été 2024, n'importe qui porte ce souhait pourra se rendre à son administration communale pour faire la demande de changement de nom.